Peut-être demander à Brigitte, puisque David s'est suicidé quasiment au même âge que Christophe, hein, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. Est-ce qu'il vous a laissé une explication, lui? Il nous a laissé un mot, hein, comme quoi il ne voulait pas être un raté, que bon, c'était trop dur pour lui, la vie, que il ne voulait pas faire les choses à moitié, quoi, et qu'il nous aimait, mais qu'il n'y arrivait pas, quoi. Cette lettre par laquelle il a voulu donc aussi vous exonérer de toute responsabilité, puisqu'il a clairement dit que ce n'était pas de votre faute, est-ce qu'elle vous a aidé à gérer le sentiment de culpabilité qui est propre à tous les parents, j'imagine, dans ce type de circonstances? Non, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on garde, c'est sa dernière missive, mais non, la culpabilité, on l'a au fond de soi-même, même si dans sa tête on se dit que, bon, intellectuellement, on peut comprendre qu'on est coupable qu'à moitié, qu'il y a un tas de raisons pour lesquelles il a fait ça, que c'est un concours de circonstances, qu'il y a un moment T. Tout explose, quoi. Voilà, une addition de voilà. circonstances font que ça explose. Mais non, ça nous a pas, ça nous aide pas, quoi. Ça, on se sent coupable et quoi qu'on fasse, il y a cette culpabilité au ventre. Charnellement, on se dit qu'on n'a pas su voir, qu'on n'a pas su être là, qu'on n'a pas su écouter, qu'on n'a pas su... voilà. Quelle vision vous aviez de la vie et de la mort en particulier à chaque fois que vous avez essayé de mettre fin à vos jours? Ben, je pense qu'à l'époque, je réalisais pas très bien ce que représentait la mort. Je me faisais pas du tout... pour moi, c'était simplement un aboutissement, puis mettre totalement tous mes problèmes de côté, quoi. On entendait Raphaëlla tout à l'heure, la camarade de Florel, dire que la mort c'était une autre vie. Oui, voilà. Se débarrasser de tout pour recommencer peut-être quelque chose, quoi. Et... L'étouiller aussi avec la tête, Aurélie? Quelque chose, on imagine toujours qu'après, il puisse y avoir quelque chose où on puisse se dire, ça y est, j'ai mérité, je suis heureux, ça va. On imagine toujours quelque chose de plus merveilleux. Vous êtes croyants tous les deux au sens religieux du terme? Je le suis plus. Non, moi non plus. Je le suis plus du tout. Et pourquoi vous l'êtes plus? Je crois plus en rien. Non, d'accord. Pareil. En rien du tout? En peu de choses. Oui, c'est pas rien, peu de choses. Mais je voulais simplement dire à Monsieur Cohn-Bendit qu'on, dans ces situations-là, je pense pas qu'on ait le droit d'investir quelqu'un d'autre du rôle qui n'est pas le sien, quoi. On n'a pas le droit, parce que le résultat, c'est de déstabiliser des gens qui sont bien dans leur peau et d'emmener tout le monde dans sa chute, quoi. C'est une période, comme moi je l'ai ressenti, où on s'attache, on a envie de s'attacher à une personne en particulier, et malheureusement on n'a pas le droit de faire ça, parce que ça veut dire qu'on la déstabilise, et c'est... Et vous en avez parlé à d'autres avant de passer à l'acte, Aurélie? Bah, disons que je suis restée un long moment en train d'hésiter entre un couteau ou une boîte de somnifères. Puis là, il y a eu le téléphone qui a sonné, je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Et c'était une amie. Et on est resté plus de 2 heures ou 2h30 au téléphone. Elle a essayé de me convaincre. Je lui ai dit ce que j'étais en train de faire parce que, évidemment, j'étais en pleurs. Et puis ça allait mieux. Puis quand j'ai raccroché, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Puis là, ça n'a pas du tout été. J'ai raccroché, j'ai avalé la boîte. Brigitte, on peut parler d'abord de votre fille qui avait 13 ans au moment où David s'est pendu. Comment a-t-elle réagi à la disparition de David? 13 ans, c'est... C'est l'adolescence aussi. Alors, on était déjà en échec, c'est déjà pas facile, on ne sait plus où... Déjà, quand on a un adolescent, on ne sait pas de quel côté donner de la tête. Alors là, on était déjà en échec, donc c'était pire. Sur le moment, elle a très peu parlé de son frère pendant 2 ans. Puis, l'année passée, l'été passé, au moment où justement elle rentrait dans la même classe que son frère, l'été passé. Elle se rapprochait de son âge, quoi, en fait. Oui, elle se rapprochait de son âge. Enfin, bon, ça, c'est moi qui l'ai fait. Je l'interprète comme ça. Mais elle a eu des angoisses de mort. C'est-à-dire, enfin, je m'explique, elle était en colonie et elle nous a appelés, comme quoi elle allait faire pareil, que c'était héréditaire, que c'était une malédiction, qu'elle allait se suicider, qu'elle n'avait pas envie de mourir, elle, mais que c'était la destinée et
il allait lui arriver la même chose. Donc là, ça a été la catastrophe. C'est vrai que mon mari a été complètement bouleversé. Moi, là, j'ai essayé de garder la tête froide, mais ça a été une horreur. J'ai appelé un petit peu à droite et à gauche, et j'ai essayé de trouver quelqu'un, un psy, pour qu'elle puisse parler. Alors, quand on parle des psys, c'est pas toujours évident, parce que ce que le psy véhicule, c'est déjà toute une image, et ils n'ont pas trop envie. Ma fille avait toujours refusé de voir un psy. Donc, je voulais pas un psy, justement, dans un carcan. Je voulais quelqu'un qui puisse écouter, qui comprenne ces choses, que ce ne soit pas complètement dans une psychothérapie rigide. Donc, j'ai téléphoné à une association d'écoute qui m'a donné l'adresse d'un psychologue, et elle l'a vu 10 fois le psychologue, et elle a réussi à parler. Donc, c'est vrai qu'elle parle beaucoup depuis. Elle me parle beaucoup, elle ne parle pas à tout le monde. Elle a fait le vide autour de ses copines, elle n'en voit plus beaucoup. C'est vrai que je m'étonne chaque jour parce qu'elle me parle de sa vie passée et j'ai l'impression qu'on n'a pas vécu la même vie. Elle me raconte son ressenti et quand on est parent, on est bête. On croit vraiment que ces enfants, ils réagissent comme on le pense. Ils interprètent, on pense que la vie est facile et c'est pas du tout ça. Ils ont leur personnalité, le drame, c'est que je me dis, je suis passée à côté de plein de choses avec mon fils, quoi. J'ai cru qu'il comprenait qu'on l'aimait, j'ai cru qu'il... bon, je sais pas, mais pour en revenir aussi, je dis que l'acte, même si on comprend des choses, on peut comprendre certaines choses, l'acte garde son mystère quand même. Hein. On ne comprendra pas tout. Et j'ai renoncé à comprendre tout. Aurélie, si vous aviez réussi votre tentative de suicide, vous aviez laissé un mot à vos parents? Vous aviez laissé un mot à quelqu'un? Non. Non, rien, personne. Vous pensez que ça aurait été interprété comment? Je veux dire, en écoutant des parents aujourd'hui en parler. Je pense que oui, de toute façon, les parents se seraient sentis coupables comme tous parents. Mais même en laissant un mot ou n'importe quoi, les parents se sentent de toute façon toujours coupables. Parce que c'est les parents, c'est leur enfant, ils auraient dû voir ou ils auraient dû comprendre. Ce que ma mère a ressenti, ce que mes parents ont ressenti. Mais enfin, pour moi, c'était pas de leur faute. C'est ma faute, c'est pas la leur. J'avais envie et ils n'entraient pas en compte, quoi. Vous leur avez dit ça depuis? Non. Brigitte, vous avez parlé de votre fille et de votre fils en disant que des moments où les parents ne comprennent pas. Est-ce que les deux parents comprennent de la même manière? On parle de votre couple maintenant. Ah non. Non, d'abord, en général, les pères parlent moins. Puis alors, devant le suicide, alors là, c'est encore pire. Nous, il est très difficile d'en parler à la maison. Je sens que c'est très violent pour mon mari, ça. En plus, c'est lui qui l'a découvert. Il y a toute cette violence-là, moi, que je ne peux pas recevoir, que je ne peux pas... On a tous nos moments on va mal, pas en même temps. C'est en dents de scie. Et bon, il en parle très peu, de toute façon. Moi, j'arrive à en parler avec d'autres parents. C'est le seul moyen que j'ai. Peut-être, je suis une psychothérapie aussi, mais je trouve que chez les autres parents, on retrouve des réactions qu'on croit totalement anormales, on partage certaines choses que personne d'autre peut comprendre, quoi. Quelle réaction, c'est-à-dire? Des réactions... par exemple, depuis la mort de David, je suis incapable de situer la chronologie du temps. C'est-à-dire, bon, d'abord, d'une manière générale, je suis incapable de me projeter. Et deuxièmement, j'ai de la difficulté à situer un événement dans le temps depuis la mort de David. Vous avez ressenti quelque chose de comparable? Oui, tout à fait. Enfin, personnellement, c'est la période juste avant et après, hein, où je ne sais plus si c'était avant ou après le décès de Christophe. C'est quelque chose qui perturbe... Oui, la notion du temps, ça, c'est certain que... L'ordre des choses, quoi, la chronologie. Je l'ai reçu. Enfin, les réactions différentes du père et de la mère, on a traversé des choses comparables, c'est certain. On a eu des réactions, là aussi, qui étaient décalées. Il y a eu quand même des moments où on arrivait à se rejoindre.
Et puis, je crois qu'on a été beaucoup aidé par l'entourage, parce que... C'est qui l'entourage? L'entourage, ça a été des amis, ça a été aussi ensuite donc des gens avec qui on nous a mis en relation, qui avaient vécu la même chose, et puis un groupe de, comme je disais tout à l'heure, une association de parents qui ont perdu un enfant. Alors avec une grande fille qui n'était pas si grande à l'époque d'ailleurs, hein, qui avait 15 ans, et une petite qui est arrivée depuis, qu'on a aperçue dans le reportage tout à l'heure. La grande n'a pas voulu participer au reportage quand on a été filmé chez vous. Ça veut dire qu'elle ne veut plus en parler du tout, ou ça veut dire que pour elle c'est une affaire de famille uniquement? On en parle avec elle. Oui. Là aussi, il y a eu des périodes. Hein. Il y a eu des périodes où elle était fermée, puis d'autres où on a communiqué. On en parle. Mais je crois que le reportage est arrivé à un moment où c'est ça, c'est difficile pour elle, avant l'oral d'un concours. Et... Ouais. Elle a eu peur d'être déstabilisée, parce que, ce qui montre bien qu'on est toujours très très fragile, que ce soit elle ou nous. Par rapport à cette fragilité aussi, je crois que le reportage donne une image un peu catastrophique de notre situation. Vous avez trouvé? Ah oui, j'ai trouvé. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. On a un mélange constant de plaisir, de bonheur, de joie, pas seulement avec Marine, avec, je dirais, l'ensemble de notre vie. C'est quelque chose donc qu'on a retrouvé. Et en même temps, on vit l'absence. Ou plus exactement, le simultanément, manque de présence. Ce ne sont pas des vagues là, comme votre... Voilà, oui. Donc vous trouvez que le reportage n'a laissé paraître que le côté sombre de votre vie. Ça nous a ramené 10 ans en arrière. Hein. Il est possible aussi que le contact, c'est ça ce que j'allais dire, le fait que la caméra vienne chez vous. Je ne pense pas que ce soit un parti pris du journaliste. Non, pas du tout. Quelles conséquences la mort de Christophe a eu sur votre fille? On en a parlé. Avant ça, il y a le désir de vie que vous avez eu, c'est-à-dire de vouloir refabriquer un bébé après la mort de votre fils. C'est une décision qui s'est prise assez rapidement, puisque 2 ans après, la petite Marine était arrivée. Comment elle s'est prise cette décision? D'abord, vous dites assez vite, compte tenu de mon âge, on n'avait pas trop le temps quand même, je veux dire, on ne pouvait pas attendre 10 ans avant de prendre une décision. Elle s'est prise difficilement, ça a été d'abord moi qui y ai pensé, qui a pensé. Au début, mon mari n'était pas trop pour. Je crois qu'il a fallu que je passe par-dessus les sentiments de culpabilité. Et puis, je crois surtout par rapport à ce que j'ai appris dans mes études. L'enfant de remplacement, ça peut être qu'une catastrophe. Là aussi, c'est peut-être des choses, je veux dire, élaborées après coup, élaborées par les psychiatres. Voilà. Et vous, en l'occurrence, vous ne le vivez pas comme quelque chose de... Enfin, vous l'avez jamais vécu comme quelque chose de négatif, ni dans la décision de faire un enfant, ni quand il est arrivé, et ni depuis. Non. Jamais. Non. On sent qu'une petite fille équilibrée qui... Au contraire, on n'a jamais regretté aucune seconde. Hein. On ne se rend pas compte à quel point vous parlez, excusez-moi. Il y a bien sûr une dimension de remplacement, ça c'est évident, hein, je crois, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que... je crois que le fait que ce soit une fille a aidé aussi, hein, et pas un garçon, mais en même temps, on veille à ce que ce soit elle, et puis elle sait se défendre. Hein.